Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chouaib. Dans cette vidéo, je vous présente les différentes notions, méthodes et astuces autour de la programmation linéaire, à savoir formulation pour un problème de maximisation, résolution graphique, forme standard plus solution de base, la méthode du simplex, la méthode du grand M, la dualité, le théorème des écarts complémentaires, l'analyse de sensibilité, le problème de transport, la méthode du coin nord-ouest, la méthode du moindre coût, la méthode d'approximation de Vogel, test d'optimalité en utilisant la méthode Stepping-Stone, test d'optimalité et amélioration d'une solution de base réalisable en utilisant la méthode MODI, le solver d'Excel, et on finit par le logiciel Lindo. Commençons par la formulation. On considère l'énoncé suivant.
On va vous montrer à l'aide de cet exemple comment peut-on résoudre graphiquement des programmes linéaires. On considère le programme linéaire suivant. L'objectif est de faire la résolution graphique de ce programme linéaire. Puisque le problème ne comporte que deux variables, on exécute la résolution dans le plan XA, XB. On détermine d'abord la région du plan où se trouvent les solutions qui satisfont toutes les contraintes. Commençons par la première contrainte. On trace la droite d'équation 3XA plus 2XB est égal à 600. On se base sur l'échelle 4 sur 100, c'est-à-dire on multiplie toutes les coordonnées par 0,04 pour pouvoir représenter les points. Le point de coordonnées 0, 0 satisfait la contrainte. Donc le demi-plan non ombré sur le graphique sera l'ensemble de solutions pour cette contrainte. On répète la même procédure avec la deuxième contrainte et la troisième contrainte. Que l'ensemble des points du plan XA, XB se trouvant à l'intérieur ou sur le contour de la région non ombrée du graphique constitue l'ensemble des points qui satisfont à toutes les contraintes du problème. L'ensemble D, appelé domaine réalisable, est donc l'ensemble recherché dans cette première étape. Il reste donc à localiser le ou les points de D où le profit sera maximal. Pour ce faire, on trace la droite d'équation 200XA plus 300XB est égal à 0. Puisqu'il s'agit d'un problème de maximisation, et afin de localiser le point qui donne le profit le plus grand, il faut tracer une droite parallèle à celle passant par l'origine, située au plus haut niveau et comportant un point de l'ensemble T. Le point se trouvant à l'intersection de la droite et l'ensemble T constitue la solution optimale du problème.
Il s'agit donc du point d'intersection entre la droite de la deuxième contrainte et de la troisième contrainte. On résout donc le système suivant pour trouver la solution optimale. Le point pour coordonnées xa étoile est égal à 50 et xb étoile égale à 175 constitue la solution optimale du problème. Le profit réalisé en ce point peut être évalué en remplaçant xa étoile et xb étoile par leur valeur dans la fonction objective. Et donc le profit maximal dans ce cas est de 62 500. On aborde forme standard et solution de base.
Appliquons la méthode du simplex sous forme de tableau pour résoudre le problème suivant. Après avoir écrit le problème sous forme standard, on obtient le tableau initial suivant qui sera considéré comme le tableau T1. Ce tableau met en évidence une base réalisable évidente qui est la matrice identité. À cause de la particularité de cette base, et vu que le vecteur CB correspondant est le vecteur 0, ce tableau peut être aussi considéré comme le tableau T2.
On passe maintenant à la dualité. Reprenons l'exemple de production où une entreprise fabrique deux produits A et B à partir de trois matières premières M1, M2 et M3. Le problème consistait à déterminer les quantités à fabriquer des produits A et B pour que l'entreprise puisse maximiser son profit. En notant par XA le nombre de tonnes à fabriquer du produit A et XB le nombre de tonnes à fabriquer du produit B, le problème a été formulé comme suit. Supposons maintenant que cette entreprise est la filiale d'une compagnie mère qui cherche à récupérer le profit de sa filiale en définissant des prix de transfert pour les différentes ressources utilisées. La compagnie mère ne peut pas surveiller de près la gestion de sa filiale. Elle veut pourtant l'obliger à maximiser ses profits. Cette valeur doit correspondre à la meilleure utilisation qu'on puisse faire des 3 tonnes de M1, d'une tonne de M2 et d'une tonne de M3, qui sont nécessaires à la fabrication d'une tonne de A. Elle doit être au moins égale au profit qui serait obtenu par la production d'une tonne de A, qui est 200 dirhams. Cette inéquation signifie que la valeur des ressources utilisées est toujours supérieure ou égale au profit réalisé par n'importe quel produit. En d'autres termes, avec le meilleur usage d'un ensemble de ressources, on peut éventuellement obtenir davantage qu'avec un usage particulier des mêmes ressources. En répétant le même raisonnement avec le produit B, on obtient aussi, puisque la compagnie ne va pas mettre à la disposition de sa filiale des ressources et la subventionner pour les avoir, il est raisonnable de poser U1 supérieur ou égal à 0, U2 supérieur ou égal à 0 et U3 est supérieur ou égal à 0. La valeur totale des ressources disponibles dans la filiale est alors W est égal à 600 fois U1 plus 400 fois U2 plus 225 fois U3. La valeur de W est toujours supérieure ou égale au profit maximal P de la filiale. Appliquons le théorème des écarts complémentaires pour résoudre le programme linéaire suivant. Ce problème est le dual du problème primal suivant. La solution obtenue à ce problème, qu'elle soit par la méthode graphique ou la méthode du simplex, est
XA étoile est égal à 50, XB étoile est égal à 175. Si nous remplaçons ces valeurs de XA étoile et XB étoile dans les trois contraintes, on trouve on remarque que la première contrainte n'est pas saturée, donc U1 est égal à 0. La deuxième contrainte est saturée, donc aucune conclusion pour U2. De même, la troisième contrainte est saturée, donc aucune conclusion pour U3. D'autre part, le fait que XA étoile et XB étoile sont strictement supérieurs à 0 garantit que la première et la deuxième contrainte du dual sont saturées. Ce qui revient à résoudre le système suivant. Ainsi, la solution optimale du problème dual est U1 étoile est égal à 0, U2 étoile est égal à 100 et U3 étoile est égal à 100. Si nous évaluons la fonction objective dans le problème dual de cette solution, nous obtenons D est égal à 600 fois 0 plus 400 fois 100 plus 225 fois 100 qui est égal à 62 500. Ce qui correspond à la valeur optimale du problème primal. Dans cette section, on examinera la stabilité de la solution optimale d'un programme linéaire suite à la variation de l'un des paramètres de ce programme. Il s'agit d'étudier les conséquences d'une variation d'un coefficient de la fonction objectif et du second membre d'une contrainte. Une solution de base optimale est dite stable si l'ensemble des variables de base à l'optimum ne change pas même si les valeurs de ces variables de base sont modifiées. On utilisera pour présenter l'analyse de sensibilité sur ces différents paramètres du programme linéaire l'exemple suivant. On considère donc ce problème de maximisation. Commençons tout d'abord par l'analyse de sensibilité sur les coefficients de la fonction objectif. Afin d'effectuer cette analyse de sensibilité, on exploite le tableau final obtenu par la méthode du simplex. On cherche à déterminer un intervalle dans lequel peut varier un coefficient de la fonction objectif sans que la solution optimale ne change. En d'autres termes, de combien peut-on changer ce coefficient sans impacter la solution optimale? Considérons une variation du coefficient de 100 à 200 plus delta.
En remplaçant dans le tableau optimal 200 par 200 plus delta, on obtient le tableau suivant. La solution donnée par le tableau reste optimale si moins 100 plus delta est inférieur ou égal à 0 et moins 100 moins 2 delta est inférieur ou égal à 0. Donc la solution optimale est stable et prend la même valeur. XA étoile est égal à 50 et XB étoile est égal à 175, tandis que 200 plus delta est compris entre 150 et 300. Passons maintenant à l'analyse de sensibilité sur les seconds membres des contraintes. L'objectif est de déterminer l'intervalle pour lequel la solution optimale reste stable pour une variation du second membre d'une contrainte. Considérons une variation sur la troisième contrainte de 225 à 225 plus delta. Sachant que dans le premier tableau du simplex 225 n'est présent que dans la troisième contrainte, on obtient ainsi une correspondance entre la colonne des quantités et la colonne de x3. Dans le tableau optimal, la colonne correspondant à x3 nous donne les coefficients de delta dans la colonne des quantités.
La base reste optimale tant que 100 moins 4 delta est supérieur ou égal à 0, 175 moins delta est supérieur ou égal à 0 et 50 plus 2 delta est supérieur ou égal à 0. Ainsi, tant que 225 plus delta est compris entre 200 et 250, la base demeure la même et la solution optimale est stable, mais elle change en valeur. Si on prend par exemple delta est égal à 2, on aura donc le vecteur de solution optimale est xa étoile est égal à 54, xb étoile est égal à 173, x1 étoile est égal à 96, x2 étoile est égal à 0 et x3 étoile est égal à 0. Certains problèmes de programmation linéaire ont une structure particulière qu'il serait bénéfique d'exploiter. Parmi ces problèmes est le problème de transport. Un tel problème n'est pas nécessairement lié à une problématique où il y a du transport. Ce qui compte pour être qualifié en tant que tel, c'est la structure du programme linéaire. Toutefois, ce genre de problème se rencontre souvent lorsqu'il s'agit de transporter des quantités d'un produit donné à partir de m points d'offre, c'est-à-dire source ou origine, vers n points de demande. Commençons par introduire un exemple d'application. L'entreprise fraîcheur dispose au niveau de 3 dépôts A, B et C, respectivement de 16, 14 et 10 réfrigérateurs, qu'elle voudrait envoyer à ses filiales Rabat, Nador, Agadir et Tanger. Les besoins de ces dernières sont respectivement 12, 6, 5 et 17 réfrigérateurs. Les coûts de transport d'un réfrigérateur varient selon l'origine et la destination, mais sont proportionnels à la quantité transportée. Ci-après, un tableau précisant les coûts de transport d'un réfrigérateur entre chaque dépôt et chaque filiale. L'entreprise cherche à minimiser le coût total du transport. Si on note par XIG le nombre de réfrigérateurs à envoyer du dépôt I à la filiale J, I prenant les valeurs A, B et C, et J prenant les valeurs Rabat, Nador, Agadir et Tanger, le problème peut être formulé comme suit. Il est à noter dans notre cas que la somme des offres est égale à la somme des demandes, ce qui nous permet d'écrire notre problème comme suit. Un problème de transport est un programme linéaire et peut être simplement résolu par la méthode du simplex. Seulement ce problème a une structure très particulière qui permet une grande simplification dans l'application de la méthode du simplex. Cette nouvelle façon d'implémenter la méthode du simplex
sera illustré à travers la résolution du problème de l'entreprise fraîcheur. Avant de commencer à exposer cette démarche, il serait utile de résumer toutes les données du problème comme suit. On introduit d'abord la méthode du coin nord-ouest. On commence par le coin supérieur gauche du tableau, c'est-à-dire A, rabat, et on affecte à la variable correspondante x à r la plus grande valeur possible. On ne doit pas affecter plus que 16 car l'offre à partir de A est de 16, et pas plus de 12 car la demande à rabat est 12. Ce qui nous amène à affecter le minimum de 16 et 12, c'est-à-dire 12. On ajuste l'offre et la demande, et puisque c'est la demande à rabat qui devient nulle, on élimine la colonne de rabat. Le coin nord-ouest du nouveau tableau qui reste de l'élimination de la colonne de rabat est A Nador. La valeur à affecter à x à n est 4, qui est égal au minimum de 4 et 6. Le nouveau coin nord-ouest est B Nador. La valeur à affecter à x Bn est 2, qui est égal au minimum de 14 et 2. Le coin nord-ouest cette fois est B Agadir. La valeur à affecter à XBA est 5, qui est égal au minimum de 12 et 5. Le coin nord-ouest de la seule colonne qui n'est pas éliminée, celle du tangé, est B tangé. La valeur à affecter à x, B, T est 7, qui est égal au minimum de 7 et 17. Après élimination de la ligne de B, il reste une seule cellule qui est C tangé. On affecte à x, C, T la valeur de 10 qui correspond à l'offre de C et la demande de tangé. En affectant 10 à x, t et après ajustement, l'offre de C et la demande de tangé deviennent nulles. On pouvait éliminer la ligne de C ou la colonne de tangé, mais non pas les deux. On a choisi d'une manière arbitraire d'éliminer la colonne de tangé. Puisque toutes les rangées, c'est-à-dire lignes et colonnes, sont éliminées, sauf une seule, celle de C, on arrête le processus d'affectation, ajustement et élimination des rangées. Une solution de base réalisable est obtenue. Les variables de base, x à r est égal à 12, x à n égale à 4, xbn égale à 2, xba égale à 5, xbt égale à 7, xcn égale à 10. Pour les variables hors base, le reste des variables auxquelles aucune solution n'est affectée et par conséquent elles sont nulles. Le coût total de transport correspondant à cette solution est 883. On passe à la méthode du moindre coût. Cette méthode est identique à la précédente, sauf qu'au lieu de choisir le coin nord-ouest du tableau, on choisira la cellule avec le plus petit coût unitaire. Dans le cas de notre exemple, la première cellule à choisir est Anador, dont le coût unitaire qui est égal à 10 est le plus petit.
Le coût minimum dans le tableau qui reste après élimination de la colonne de Nador est observé dans la cellule B Agadir. Le coût le plus petit des cellules non éliminées est 20 et correspond à la variable XBR. On lui affecte la valeur 9. C'est XAR qui a maintenant le coût le plus faible. On lui affecte la valeur 3. C'est le tour de XAT qui a un coût plus petit que celui de XCT. On affecte donc à XAT la valeur 7. Enfin, pour terminer, on affecte à la dernière case non éliminée la valeur 10. Puisque toutes les rangées sont éliminées sauf une seule, celle de Tanger, une solution de base réalisable est obtenue. Les variables de base, XAR est égal à 3, XAN est égal à 6, XAT est égal à 7, XBR est égal à 9, XBA est égal à 5 et XCT est égal à 10. Pour les variables hors base, le reste des variables auxquelles aucune valeur n'est affectée et par conséquent ils sont nuls. Le coût total de transport correspondant à cette solution est « 842 ». Passons maintenant à la méthode d'approximation de Vogel ou VAM. Cette méthode est identique aux précédentes sauf en ce qui concerne le choix de la case à chaque itération. Dans le choix d'une case, cette méthode essaie de ne pas être aveugle en ignorant les coûts unitaires comme dans le cas de la méthode du coin nord-ouest et ne pas être myope en privilégiant les gains immédiats sans se soucier des conséquences futures comme dans le cas de la méthode du moindre coût. Cette méthode repose sur le calcul des regrets. Le regret associé à une rangée, qu'elle soit une ligne ou une colonne, mesure le coût supplémentaire qu'on pourrait être amené à payer si on ne choisit pas immédiatement la case la moins chère de la rangée. Ainsi, on mesure le regret pour une rangée par la différence entre le coût minimum de la rangée et le coût qui vient juste après. Les coûts des cases de rangée avec offre ou demande nulle, qu'elles soient éliminées ou non, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des pénalités. Mais comme on ne peut pas choisir plusieurs cases à la fois, on ne pourra pas éviter tous les regrets. On essaiera alors d'en éviter le plus grand. Appliquons la méthode d'approximation de Vogel dans le cas de notre exemple. Après le calcul des pénalités au niveau des lignes et des colonnes, on trouve que la plus grande pénalité est égale à 6. Elle est évaluée au niveau de la ligne A. On décide alors de choisir notre case dans cette ligne. Et bien sûr, la case à retenir, c'est A Nador, où le coût unitaire est le plus petit. Une fois la case est déterminée, on procède comme dans les méthodes précédentes. On peut remarquer que la ligne A, qui présentait la plus grande pénalité, n'a pas été la rangée éliminée. On continue toujours d'éliminer la rangée dont l'offre ou la demande devient nulle. On recalcule à nouveau toutes les pénalités sauf la colonne de Nador qui a été éliminée. Aussi, dans nos calculs, on ne tient pas compte des coûts de la colonne éliminée. La plus grande pénalité est observée au niveau de la ligne de C. On choisit alors la case C Agadir et on lui affecte la plus grande valeur. On recalcule les pénalités pour les rangées non barrées sans tenir compte des coûts des cases des rangées barrées. La plus grande pénalité est atteinte au niveau de la colonne de Rabat. Le choix de la cellule portera sur B Rabat.
On peut remarquer cette fois que la colonne de rabat qui a été choisie à cause de sa grande pénalité a été éliminée non pas à cause de sa pénalité, mais à cause de sa demande qui était devenue nulle. On note que toutes les colonnes sont éliminées sauf une seule, celle du Tanger. On arrête le calcul des pénalités et on complète les affectations par la méthode du moindre coût. On choisit alors directement la case B Tanger qui présente le coût minimum parmi toutes les cases non barrées. Après, c'est le tour de la case A Tanger d'être choisie. Et finalement, on complète les affectations par l'attribution de la valeur 5 à la case C Tanger. Il reste une seule colonne non barrée. La recherche d'une solution de base réalisable est terminée. On trouve pour les variables de base xan est égal à 6, xat est égal à 10, xbr est égal à 12, xbt est égal à 2, xca est égal à 5 et xct est égal à 5. Les autres variables sont des variables hors base et elles sont nulles. Le coût total est alors 814. Comme dans le cas de notre exemple, la méthode de VAM aboutit généralement à des solutions meilleures que celles de la méthode du coin nord-ouest ou la méthode du moindre coût. Elle donne généralement une solution avec un coût proche du coût minimum ou même une solution optimale. C'est pour cela qu'on la considère comme une bonne approximation pour la solution optimale. Après avoir vu différentes méthodes permettant d'identifier une solution de base réalisable, nous allons aborder le test d'optimalité d'une solution de base réalisable. On utilisera dans ce qui suit la solution obtenue par la méthode du moindre coût pour exposer le principe du test. Comme dans la méthode du simplex, étudions les conséquences d'augmenter une des variables hors base en gardant toutes les autres nulles. Prenons par exemple la variable xaa et essayons d'augmenter sa valeur. Si on augmente xaa d'une quantité, on doit diminuer la valeur de xba de la même quantité pour que la filiale de Agadir reçoive toujours la quantité demandée. Mais en diminuant la valeur de la variable xba, il faut augmenter la valeur de la variable xbr pour que la somme des quantités transportées à partir de la source B reste toujours égale à l'offre de cette source. À noter que cette dernière augmentation ne pouvait pas se faire au niveau des variables xbn ou xbt, car ces deux variables sont hors base et on devrait les garder nulles. En augmentant xbr, on doit diminuer xar pour que la quantité totale reçue à rabat reste maintenue à 12. On remarque qu'au niveau de la source A, on a commencé par l'augmentation de xaa et on a terminé par la diminution de xar. Donc la somme des quantités transportées à partir de la source A reste égale à l'offre à partir de A qui est de 16. Si on note une augmentation par le signe plus et une diminution par le signe moins, les modifications sont résumées comme suit. Si on augmente xaa d'une unité, on doit aussi augmenter xbr de 1 et le coût supplémentaire de ces deux augmentations serait de 16 plus 20 qui est égal à 36.
Mais en contrepartie, nous devons aussi diminuer XAR et XBA d'une unité chacune, ce qui va nous permettre d'économiser 24 plus 15 qui est égal à 39. Donc les changements proposés entraîneraient une augmentation du coût total de 36 et une diminution de 39, soit un changement au niveau du coût de moins 3. Vu l'interprétation qu'on a associée à moins 3, on peut facilement réaliser que moins 3 est le coût réduit associé à la variable XAA. Le coût réduit associé à la variable XAA est alors inscrit dans la case A Agadir en l'entourant d'un cercle pour le différencier des valeurs des variables. À ce stade, il est clair que la solution proposée n'est pas optimale, car on peut faire mieux en augmentant la variable XAA. On reprend donc les calculs en essayant cette fois d'augmenter la variable XBN. Le coût total va augmenter de 24 plus 11 et diminuer de 10 plus 20, soit donc une différence de 35 moins 30 qui est égale à 5. Dans le cas de XBT, on aura l'augmentation du coût total sera de 24 plus 22 qui est égal à 46, alors que la diminution sera de 25 plus 20 qui est égal à 45, soit une différence de 1. Le coût total augmentera de 25 plus 27 qui est égal à 52 et diminuera de 24 plus 28 qui est égal à 52, soit une différence de 0. Pour XCN, on aura le coût total augmentera de 25 plus 13 qui est égal à 38 et diminuera de 10 plus 28 qui est égal à 38, soit une différence de 0. Finalement, pour XCA, on aura le coût total augmentera de 25 plus 20 plus 16 qui est égal à 61 et diminuera de 24 plus 15 plus 28 qui est égal à 67, soit une différence de moins 6. Cette méthode, appelée méthode de Stepping-Stone, est à la fois simple et intuitive, mais malheureusement trop longue. C'est pour cela qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo deux points essentiels, à savoir test d'optimalité et passage d'une solution de base réalisable à une autre meilleure. On introduit tout d'abord la méthode MODI ou méthode UV qui permet de tester l'optimalité d'une solution de base réalisable.
Si on note par UI la variable dual associée à la contrainte de l'offre de la source I, et par VJ la variable dual associée à la contrainte de la demande de la destination J, il est facile de vérifier que la contrainte dual associée à la variable XIJ est UI plus VJ est inférieur ou égal à CIJ. Si on prend le vecteur CBB-1 comme solution du problème dual, alors CIJ-UI plus VJ représentera le coût réduit associé à la variable XIJ. Et comme pour les variables de base, les coûts réduits doivent être nuls, alors les contraintes duales de ces variables devraient être vérifiées à l'égalité. Vu que toute équation du primal peut être déduite des autres, on peut choisir une variable duale d'une manière arbitraire et lui attribuer une valeur de notre choix. On prend par exemple UA est égal à 0. En revenant à la solution obtenue par la méthode du moindre coût, on a la solution de ce genre de système est quasi immédiate. On obtient donc une fois les valeurs de toutes les variables duales sont connues, on procède au calcul des coûts réduits des variables hors base. Ainsi, on trouve les coûts réduits suivants. On peut vérifier que les coûts réduits obtenus par cette méthode, dite méthode MODI ou méthode UV, sont identiques à ceux obtenus par la méthode de Stepping Stone. Une façon pratique de mettre en œuvre la méthode MODI est de travailler directement sur le tableau de transport sans besoin d'écrire explicitement le système d'équations que doivent vérifier les variables duales. Dans le cas de notre exemple, on reprend le tableau de transport associé à la solution obtenue par la méthode du moindre coût. On inscrit à côté de chaque ligne I le nom de la variable UI qui lui est associée
et au-dessus de chaque colonne J, le nom de la variable Vj qui lui est associée. On commence par sélectionner une variable duale et lui affecter une valeur quelconque de notre choix. Prenons par exemple la variable VR et lui affectons la valeur 0. Puisque la valeur de VR est maintenant connue et puisque dans la colonne de rabat il y a deux variables de base, XAR et XBR, on peut déduire que UA est égal à 24 et UB est égal à 20. La valeur de UA étant connue, et vu que les coûts réduits des variables XAN et XAT sont nuls, on déduit que Vn est égal à 10 moins 24 qui est égal à moins 14. Et Vt est égal à 25 moins 24 qui est égal à 1. De même, puisque UB est égal à 20 et XBA est une variable de base, alors VA est égal à 15 moins 20 qui est égal à moins 5. Finalement, puisque VT est égal à 1 et la variable XCT est une variable de base, alors UC est égal à 28 moins 1 qui est égal à 27. Une fois toutes les variables duales calculées, on évalue les coûts réduits des variables hors base en appliquant la formule CIG moins UI plus VJ. Pour la variable hors base XAA, le coût réduit associé est donc 16 moins 24 plus moins 5 qui est égal à moins 3. On continue le calcul des coûts réduits par la même formule pour le reste des variables hors base. On remarque que les coûts réduits ne sont pas tous positifs ou nuls. On ne peut pas alors conclure que la solution de base trouvée est optimale. C'est pourquoi on passe à la phase de l'amélioration d'une solution de base. Avec les principes de la méthode du simplex, on cherche à améliorer une solution de base en augmentant une des variables hors base avec coût réduit négatif. Dans notre cas, on peut augmenter XAA ou XCA. On décide d'augmenter la variable XCA qui a le coût réduit négatif le plus petit. Pour déterminer la plus grande valeur à attribuer à XCA sans sortir du domaine réalisable, on utilise d'abord la démarche de la méthode du stepping stone pour trouver les variables qui seraient affectées par une modification de XCA. On constate que toute valeur affectée à XCA doit être déduite de XCT, XAR et XBA. Donc la plus grande valeur qu'on puisse attribuer à XCA doit être égale à la plus petite de ces trois valeurs, c'est-à-dire le minimum entre 10, 3 et 5, qui est 3. En augmentant XCA de 3, c'est-à-dire elle passe de 0 à 3, XCT diminuera de 3, c'est-à-dire elle passe de 10 à 7. XAT augmentera de 3, c'est-à-dire elle passe de 7 à 10. XAR diminuera de 3, c'est-à-dire elle passe de 3 à 0.
XBR augmentera de 3, c'est-à-dire elle passe de 9 à 12. Et XBA diminuera de 3, c'est-à-dire elle passe de 5 à 2. On aboutit alors à la solution suivante. On remarque que la variable XAR a une valeur nulle après ces modifications. Elle sera considérée comme une variable hors base et le 0 sera effacé. Donc dans ce tableau, nous avons obtenu une nouvelle solution de base réalisable où la variable de base XAR a quitté la base et a été remplacée par la variable hors base XCA. Ce changement de base a entraîné un changement dans le coût total de 3 fois moins 6, c'est-à-dire une économie de 18. La nouvelle solution doit alors à nouveau être testée et éventuellement améliorée comme on l'avait fait avec la solution précédente. On remarque que la condition suffisante d'optimalité n'est pas vérifiée. Donc XBT rentre dans la base, XBA sort de la base et le coût baisse de 5 fois 2 qui est égal à 10.
Avec cette solution, tous les coûts réduits sont positifs ou nuls. La solution est donc optimale et on peut remarquer aussi que la solution optimale n'est pas unique car le coût réduit de la variable hors base xcn est nul et la solution est non dégénérée. À noter que la solution optimale trouvée coïncide avec la solution de base réalisable trouvée par la méthode d'approximation de Vogel. On va illustrer la méthode à suivre pour résoudre un problème d'optimisation à l'aide d'Excel en procédant à deux exemples. On crée d'abord une nouvelle feuille de calcul, bouton droit nouveau, feuille de calcul Microsoft Excel. On la renomme Optimisation Solver Excel Maximisation. On ouvre alors notre fichier Excel. On s'assure premièrement d'activer le complément Solver dans Options, puis Complément, puis Atteindre. On coche Complément Solver et enfin OK. On vérifie dans le menu Données au coin supérieur droite que le complément Solver est bien activé. Passons maintenant à la résolution. On commence par le cas de maximisation. On considère donc le programme linéaire suivant. Dans la feuille d'Excel, nous allons insérer toutes les informations concernant notre programme linéaire. On commence par les variables x1 et x2 qui seront affectées aux variables xa étoile et xb étoile respectivement après résolution du problème. Chacune des variables doit se voir attribuer une position sur la feuille, donc les cellules A3 et B3 ont été choisies pour substituer les variables xa et xb. Ensuite, on va définir la fonction objectif. En C6, l'objectif est défini en fonction des variables A3 et B3. De même, les contraintes sont définies en fonction des variables A3 et B3. Les variables, la fonction objectif et les contraintes ayant été insérées, nous sommes prêts à résoudre le problème à l'aide du solver Excel. On clique donc sur le menu Données, puis Solver. La cellule C6 contient la fonction objectif, donc on sélectionne C6, puis on coche Max. Les cellules A3 et B3 représentent les variables. En sélectionnant le menu Ajouter, les deux contraintes du problème peuvent être dictées au solver. On sélectionne donc la première référence de cellule qui est C9, inférieure à 600, et on clique Ajouter. De même pour la deuxième contrainte et la troisième contrainte. Il reste à ajouter les contraintes de non-négativité des variables, c'est-à-dire xa est supérieur ou égal à 0 et xb est supérieur ou égal à 0. On sélectionne maintenant le type de résolution. Il s'agit du simplex d'un programme linéaire. En appuyant sur la touche Résoudre,
le solveur nous retourne la solution du problème. Donc la solution optimale du problème est xa étoile est égal à 50 et xb étoile est égal à 175. Et la valeur de la fonction objectif à l'optimum est 62 500. On peut afficher les itérations de la méthode du simplex en appuyant sur Option et on coche Afficher le résultat des itérations. On clique donc sur OK, puis Résoudre. Donc la première itération nous a donné 0 et 200, la deuxième 50 et 175. Le solveur d'Excel a également la fonctionnalité d'établir les rapports de réponse, sensibilité et limite. Donc, comme l'indique le rapport de réponse, le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation en presque 13 secondes, en 2 sous-problèmes, c'est-à-dire en 2 itérations. Il décrit également l'état des contraintes en calculant les marges. Dans le rapport de sensibilité, les valeurs appelées admissible augmentation et admissible diminution pour les cellules variables indiquent la taille maximale des variations du coefficient de l'objectif qui laisse la solution optimale inchangée, en supposant que tous les autres coefficients restent inchangés. Le rapport de sensibilité associe un coût ombre à chacune des contraintes. Celui-ci indique de combien la fonction objectif augmentera par unité d'augmentation du second membre en supposant que tous les paramètres restent constants. Et pour le rapport des limites, on observe l'objectif résultat de chaque terme de la fonction objectif. Passons maintenant à la résolution d'un problème de minimisation en abordant cette fois un exemple plus avancé qui est le problème de transport. On considère donc le problème de transport modélisé par le programme linéaire suivant. On commence par créer une nouvelle feuille Excel. On la renomme Optimisation Solver Excel Minimisation. Il s'agit de 12 variables. On attribue donc les noms des variables sur la deuxième ligne. Et la troisième ligne va contenir la valeur de la solution optimale de chaque variable. On introduit les coefficients de la fonction objectif qui sont les coûts unitaires pour le problème de transport. Puis, on saisit les coefficients des contraintes de l'offre ainsi que leur second membre. De même pour les contraintes de la demande. On définit la fonction objectif dans la cellule M6 en utilisant la fonction SUMPROD qui multiplie les valeurs correspondantes dans la plage de cellules A6 L6 et la plage de cellules A3 L3.
La fonction SUMPROD est un outil important que nous pouvons utiliser pour effectuer un calcul efficace. De même, on définit les contraintes en fonction des variables en utilisant la fonction SUMPROD. Chaque plage de cellules utilisée dans une évaluation SUMPROD doit avoir les mêmes dimensions, ce qui signifie que nous pouvons utiliser SUMPROD avec 2 lignes ou 2 colonnes et non avec une colonne et une seule ligne. Une fois les données renseignées, on va au menu Données, puis Solver. On sélectionne la cellule M6 pour l'objectif à atteindre. On coche Min puisqu'il s'agit d'un problème de minimisation. Chacune des variables doit se voir attribuer une position sur la feuille en sélectionnant les cellules allant de A3 jusqu'à L3. Et pour les contraintes, on clique sur Ajouter. On sélectionne toutes les références de cellules allant de L9 jusqu'à L15 avec contrainte d'égalité. Et enfin, pour les contraintes, on sélectionne la plage allant de N9 jusqu'à N15. Puis Ajouter, sans oublier bien sûr les variables qui sont entiers. On sélectionne le type de résolution, qui est simplex d'un programme linéaire, et puis résoudre. On aboutit donc à la solution optimale suivante. Et la valeur de la fonction objectif à l'optimum est 814. On passe maintenant au dernier point de notre vidéo qui est logiciel Lindo. Nous allons aborder la méthode à suivre pour résoudre un problème d'optimisation à l'aide du logiciel Lingo en procédant à 2 exemples. On commence par le premier exemple qui est la résolution d'un problème de maximisation. On considère donc le programme linéaire suivant. Dans un nouveau fichier Lindo, nous allons insérer toutes les informations concernant notre programme linéaire. On introduit d'abord la fonction objectif. Il s'agit d'un problème de maximisation, donc on écrit max 200xa plus 300xb. Et pour les contraintes, on utilise subject to 3xa plus 2xb
inférieur ou égal à 600. Et XA plus 2XB est inférieur ou égal à 400. Et la dernière contrainte, XA plus XB est inférieur ou égal à 225. Sans oublier bien sûr la non-négativité des variables, donc XA est supérieur ou égal à 0 et XB est supérieur ou égal à 0. Et pour terminer, on écrit AND. En appuyant sur cette touche, le logiciel Lindo nous retourne la solution du problème. Avant que Lindo nous propose un premier rapport sur la solution optimale, il nous donne l'état du problème exprimé par cette fenêtre. Si on ferme cette fenêtre, on remarque qu'un autre rapport s'affiche. Ce rapport contient des informations sur la solution optimale. Donc dans ce tableau s'affichent dans la première colonne les différentes variables de décision et aussi les variables d'écart relatives à chaque contrainte du programme. Leurs valeurs sont données dans la deuxième colonne. La troisième colonne représente la valeur absolue, c'est j-zj. Et pour ranges in which the basis is unchanged, c'est l'intervalle dans lequel la base de la solution ne change pas. Current coef, c'est le coefficient actuel dans la fonction objectif. Allowable increase, c'est la hausse permise du coefficient. Allowable decrease, c'est la baisse permise du coefficient. Passons au deuxième exemple. On traite maintenant la résolution d'un problème de minimisation. On considère le programme linéaire suivant. Dans tous les modèles de Lindo, la fonction objectif est définie en première ligne. Dans notre exemple, la fonction objectif est min 24xar plus 10xan plus 16xaa plus 25xat plus 20xbr plus 11xbn plus 15xba plus 22xbt plus 27xcr plus 13xcn plus 16xca plus 28xct. Pour commencer à écrire les contraintes, il faut introduire la mention subject to ou tout simplement son abréviation ST. Dans notre exemple, on a 3 contraintes de l'offre et 4 contraintes de la demande. On commence par les contraintes de l'offre, donc XAR plus XAN plus XAA plus XAT est égal à 16. La deuxième contrainte, XBR plus XBN plus XBA plus XBT est égal à 14. Et pour la troisième contrainte, XCR plus XCN plus XCA plus XCT est égal à 10. Pour les contraintes de la demande, on a XAR plus XBR
plus XCR est égal à 12. Et XAN plus XBN plus XCN est égal à 6. XAA plus XBA plus XCA est égal à 5. Et pour la dernière contrainte, on a XAT plus XBT plus XCT est égal à 17. On termine les contraintes par AND, mais on ne doit pas oublier que les variables de décision sont entiers. Donc on déclare le type de variable entier par GIN. Une fois toutes les conditions remplies, on tape ensuite Go. On trouve le rapport préliminaire qui nous indique status optimal. Il nous informe sur l'état de la solution actuelle. Elle est optimale. Itération 9. Il indique le nombre d'itérations nécessaires pour résoudre le problème en utilisant la version révisée de la méthode du simplex. Infeasibility 0. Ceci indique la quantité de violations dans les contraintes. Objectif 814, c'est la valeur de fonction objectif relative à la solution actuelle. Best IP, c'est la meilleure valeur de la fonction objectif. Ceci n'est vrai que pour les problèmes de type entier. IP bound, c'est la borne de la fonction objectif pour cette solution. Également, ceci n'est vrai que pour les problèmes de type entier. Branches 0, c'est le nombre de variables entiers branched on par Lindo. Également, ceci n'est vrai que pour les programmes de type entier. Elapsed time 00, c'est le temps écoulé avant que le résolver ne soit invoqué. Ce temps est variable même pour le même problème. La solution trouvée est réalisable et optimale car les coefficients des variables hors base sont tous positifs. On peut remarquer que la solution optimale coïncide avec la solution trouvée par les méthodes classiques d'amélioration et d'optimisation des problèmes de transport et celle trouvée en utilisant le solver d'Excel. La colonne row indique la ligne de la contrainte concernée. Slack or surplus indique les éventuels écarts ou surplus non utilisés. Il est raisonnable de trouver que les écarts ou surplus sont tous nuls, puisqu'il s'agit des contraintes d'égalité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un commentaire et j'aime et de vous abonner pour avoir toutes les nouveautés.